qui s'intitule « La transformation numérique des municipalités, plus nécessaire que jamais ». Pour ceux qui n'étaient pas avec nous et celles qui n'étaient pas avec nous ce matin, je me présente, vous le voyez en bas d'écran. Mon nom est Esther Bégin, je suis journaliste et chef d'antenne à CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble, et je suis vraiment très heureuse d'être avec vous cet après-midi. Je l'étais ce matin. Plaisir d'être avec vous encore cet après-midi et d'agir à titre d'animatrice de cette conversation qui s'annonce particulièrement intéressante. Alors, sans plus tarder, je vous présente tout de suite les participants à ce panel. Certains, vous allez le voir, sont comme moi participants de façon virtuelle pour des raisons qui sont évidentes. Alors, Monsieur Michel Anger, qui est maire de Shawinigan et président de la Commission des villes intelligentes de l'UMQ. Également, Madame Julie Morin, qui est mairesse de Lac-Mégantic. Madame Chantal Deschamps, qui est mairesse de Repentigny, M. André Bellavance, qui est maire de Victoriaville, et M. Mathieu Guiton, qui est professeur titulaire à la Faculté de médecine de l'Université Laval. Alors, bonjour à tout le monde. Je vous explique tout de suite la formule qu'on va utiliser cet après-midi. En fait, le but de ce panel-ci, c'est de vous présenter 3 projets municipaux par nos maires ici présents et de le faire d'une façon, je dirais, très dynamique, même accrocheuse. Le but, évidemment, c'est de susciter votre intérêt pour vous encourager à peut-être reproduire ces projets-là dans vos municipalités. Et vraiment, c'est très important, j'insiste là-dessus, chaque présentation est limitée à 3 minutes et 3 images. Donc, les présentations sont inspirées de l'approche que vous connaissez peut-être sans doute, ma thèse en 180 secondes, qui sont souvent défendues dans les universités. Donc, une présentation rapide, des mots simples, facilement accessibles. Je vous avertis, je vais porter une attention particulière au temps. Chaque participant dispose de 3 minutes, 3 images. Top chrono, vous n'aurez pas plus de temps que ça, sinon j'ai la tâche ingrate de vous couper la parole. Alors, on ne perd pas de temps. Avant de passer aux présentations comme telles, pour mettre la table à cet atelier, je vais m'adresser à M. Anger tout de suite. Bonjour, M. Anger. Bon. Vous êtes maire de Shawinigan, je le disais d'entrée de jeu, et président de la Commission des villes intelligentes de l'UMQ. Je me demanderais très simplement, qu'est-ce qu'on entend par ville intelligente? Qu'est-ce qu'on veut dire par ce concept de ville intelligente? Alors, évidemment, il y a plusieurs appellations sur la ville intelligente. On parle de communauté intelligente, on parle de smart cities. Évidemment, toutes les villes et municipalités du Québec souhaitent optimiser l'ensemble de leurs services et infrastructures pour mieux servir leur population. Mais vous savez, ce n'est pas un concept nouveau. Les villes ont toujours été intelligentes au fil des années. Je vous en donne pour exemple qu'au début du siècle dernier, ce sont les policiers qui faisaient la circulation dans les endroits où il y avait beaucoup de véhicules. Par la suite, ils ont mis en place les feux de circulation. Et par la suite, ces feux de circulation se sont améliorés avec des plaques signalitrices pour augmenter la fluidité. Et maintenant, il faut y aller avec les concepts de mobilité éco-responsable et les nouvelles voitures autonomes qui vont arriver. Alors, on s'est toujours adapté au fil du temps. Et c'est la raison pour laquelle notre commission, la Commission sur les villes intelligentes de l'UMQ, s'est donné une définition. Alors, évidemment, l'objectif poursuivi, c'est d'augmenter l'attractivité dans chacune de nos municipalités en diminuant notre empreinte environnementale, écologique, si on veut, mais aussi avec comme prémisse de base d'augmenter la qualité de service qu'on peut donner à nos citoyens et nos citoyennes. Une ville intelligente, ce n'est pas une histoire de technologie. C'est la technologie qui est au service de la municipalité et non pas l'inverse. Et une ville intelligente, ce n'est pas juste pour les grandes villes, les grandes municipalités, c'est pour l'ensemble des municipalités du Québec. Et on ne veut certainement pas, Mme Bégin, en faire des villes robots. Alors, c'est un peu de cette façon que la Commission a décidé de s'orienter. Bon, alors, ça met la table. Monsieur Anger, j'aurais plein d'autres questions pour vous, mais le temps file. On va tout de suite passer à nos premières présentations. On aura l'occasion de se reparler de toute façon tout à l'heure. Je le répète, chacun des maires, mairesses dispose de 180 secondes pour faire sa présentation. On va y aller tout de suite avec notre premier projet, celui de Lac-Mégantic. Et je vais donc m'adresser tout de suite à Mme Julie Morin, qui est mairesse de Lac-Mégantic. Alors, Mme Morin, 3 minutes top chrono, on vous écoute. Oui, alors merci beaucoup de votre accueil. En fait, moi aujourd'hui, je vais axer sur la transformation numérique qu'on a choisi de faire ici dans le secteur de l'énergie.
Alors, comme vous le savez, nous avons vécu ici la pire tragédie environnementale terrestre en Amérique du Nord. Alors, la ville, après les événements, s'est rapidement positionnée et s'est donné une vision concertée avec les citoyens, avec le fait qu'on voulait se reconstruire en mieux, rebondir plus loin. Alors, les technologies vertes et la gestion autonome de l'énergie est rapidement arrivée dans les plans. Et la reconstruction du centre-ville est devenue à ce moment-là une opportunité pour nous, en fait, de se tourner et de s'impliquer dans la transition énergétique du Québec. Alors, c'est ainsi qu'on a approché Hydro-Québec, qui arrivait aussi à une croisée des chemins, qui voulait se diversifier en matière de production et de gestion de l'énergie. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, le premier micro-réseau électrique au Québec est construit sur le centre-ville de Lac-Mégantic. Hydro-Québec, en collaboration avec la ville, mais ses résidents, les institutions, les commerçants du centre-ville, ont intégré à l'échelle d'un quartier, dans le fond, les technologies les plus avancées en matière d'énergie. C'est près de 2000 panneaux solaires et vous le voyez à l'écran qui sont installés chez nous sur nos commerces, nos bâtiments. Alors, en fait, les bâtiments interagissent entre eux. Les citoyens apprennent à s'impliquer dans la gestion de leur énergie pour améliorer leur confort, réduire leur facture énergétique, améliorer aussi leur comportement en vue de réduire leur consommation d'énergie. Alors, c'est un projet qui est très stimulant, structurant pour la ville. Au total, il faut savoir aussi que la ville pourra, au niveau de l'efficacité énergétique de ses bâtiments municipaux, s'impliquer. Il y aura d'ailleurs la caserne incendie qui sera ajoutée l'an prochain dans le micro-réseau. Alors, à travers ma présentation, vous l'avez vu, il y a 3 grandes phases que je pense qu'on doit considérer quand on fait un projet dans le cadre d'une transition numérique comme celle que nous, on a entamée sur le plan énergétique. D'abord, oser l'innovation. Je pense qu'on le fait en approchant Hydro-Québec, en leur parlant de notre vision qui était basée sur l'ADN des Méganticois en partant. En fait, il y a aussi suscité l'adhésion. Donc ça, c'est nécessaire quand on veut amener une transformation comme celle-là. Dans notre cas, il y a une mixité d'usage de nos bâtiments, donc des résidents, des commerçants, des institutions. On parle aussi de susciter l'adhésion chez nos citoyens en général, pas seulement les usagers. Alors, dans ce cadre-là, nous, on aura une vitrine technologique pour nos citoyens et les visiteurs qui viendront voir la ville. Et enfin, vivre la transformation. Donc, c'est beau d'impliquer une technologie, mais ultimement, il faut interagir au quotidien, il faut la vivre. Il faut donc qu'il y ait un dialogue entre la ville, les partenaires et les citoyens usagers pour être prêts à s'ajuster et faire en soi de la co-création. Je vous parlerai à ce sujet-là du démarrage de notre communauté de pratique, communauté apprenante, qui s'en vient dans les prochains mois. Merci beaucoup, Mme Morin. Vraiment, vous avez été très précise dans l'utilisation de votre temps. En à peu près 1 minute, dites-nous quels sont les apprentissages et les objectifs que vous avez visés avec votre micro-réseau. Oui, en fait, vous comprendrez qu'il y a des objectifs différents pour Hydro-Québec qui sont des objectifs plus techniques, gestion de pointe, par exemple, de l'énergie, ultimement pour que ce soit duplicable. Mais pour la ville de Lac-Mégantic, c'est l'amélioration du confort de nos citoyens, le fait de les conscientiser à l'importance de réduire la consommation ou de bien gérer la consommation de son énergie, ultimement réduction des factures énergétiques pour les citoyens, mais aussi dans les bâtiments municipaux. Dans ce sens-là, on avait déjà entamé, nous ici, en fait, l'ajout d'un système de contrôle pour maximiser l'efficacité énergétique de nos bâtiments au centre sportif, à la gare, à l'hôtel de ville. D'ailleurs, on a réduit de moitié nos coûts énergétiques, donc c'est aussi très intéressant à ce niveau-là. Bien sûr, ça nous permet de poursuivre notre vision en matière, en fait, de réduction des GES. Alors ça, je pense que c'est un élément qui est très essentiel, c'est dans notre planification stratégique. Alors, ça nous permet de poursuivre et d'entamer même une vision vers, en fait, la diversification économique de notre territoire en matière de transition énergétique. Merci beaucoup, Mme Morin. On va revenir à vous un peu plus tard. On va poursuivre avec notre deuxième projet, c'est celui de Repentigny. Je vais donc m'adresser à la mairesse de Repentigny, Mme Chantal Deschamps. Bonjour, Madame Deschamps. Alors, pour votre projet, on vous écoute. Vous avez 3 minutes, top chrono. C'est à vous. Merci beaucoup, Mme Bégin. Je vais saluer aussi mes collègues. Alors, écoutez, moi, je vais présenter le projet CITEC, puis je dirais que c'est vraiment un bel exemple d'initiative municipale. Alors, pour répondre justement à des problématiques de développement économique.
mais bien sûr de développement durable. Alors, dans le fond, c'est l'aboutissement, je vous dirais, le projet CITEC, là, c'est l'aboutissement d'une vision politique portée par 5 municipalités de la MRC de l'Assomption. On nous représente à peu près 125 000 habitants. Et la taille des villes varie, comme je vous dis, c'est adapté, là, ce projet-là, à toute taille, 3 500 habitants à 86 000 habitants. Et le projet CITEC, en fait, repose sur une vision et qui nous a donné, dans le fond, toute une réflexion suite au départ d'une grande entreprise. Là. Donc, c'est une catastrophe économique qui nous a frappé de plein fouet en 2014. Juste pour vous donner une petite idée, là, c'est plus de 1300 emplois directs qui ont disparu et il y a eu un impact, on va dire, des dommages collatéraux là, sur à peu près 6 000 emplois là, dans la région de Lanaudière, mais aussi dans l'est de Montréal. Alors, CITEC, c'est un acronyme qui veut dire le Centre d'intégration et d'expertise en technologie d'expérience client. Et nous, avec toute cette réflexion qu'on a fait suite, souvent on le dit, hein, des crises, là c'est la pandémie, comment est-ce qu'on apprend à se réinventer, à être plus résilient, puis que c'est des sources d'opportunités. Ben nous, pour nous, on a identifié le créneau des nouvelles technologies, puis on avait déjà pris conscience, bien sûr, que c'était un créneau d'avenir, mais je vous dirais qu'on a misé drôlement juste parce que ça s'est avéré non seulement nécessaire pendant la pandémie, tout ce programme de transformation numérique, d'accompagnement auprès des entreprises, mais également ça s'est avéré essentiel. Merci beaucoup, Madame. En fait, oui. Allez-y, on vous écoute. Si vous avez encore du temps pour continuer. Oui. En fait, CITEC, ça fait quoi dans la vie? Là? Ben, ça s'intéresse au commerce intelligent, aux technologies expérientielles et au parcours de la consommation du client. Puis, c'est sûr que, dans le fond, c'est un programme de transformation numérique. Et on le sait, là, que avec la pandémie, là, comment les consommateurs ont changé leur habitude. Et ça met une pression énorme sur les entreprises pour être à la hauteur des attentes de leurs clients, mais aussi dans un souci d'amélioration continue pour demeurer compétitive puis viable sur notre territoire. Merci beaucoup, Madame Deschamps. Maintenant, je vais demander aux autres mairesses et maires participants s'ils ont des questions pour le projet de Madame Deschamps. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle ou de façon virtuelle qui ont des questions, Madame Deschamps? Alors, moi, j'en ai une, de toute façon. Madame Deschamps, vous parlez vous avez parlé des 5 municipalités là, de votre MRC participantes à votre projet. J'aimerais savoir quel rôle ont joué ces municipalités-là dans la mise en place de CITEC et pourquoi avoir priorisé, je dirais, ce projet-là dans votre plan de relance économique. Oui, ben en fait, le rôle des municipalités est majeur parce que, dans le fond, d'abord, on s'est doté dans toute cette période de réflexion d'une vision, je vous dirais, stratégique là, de développement durable. Puis on a identifié 3 projets porteurs d'avenir, mais notamment celui de CITEC qui est dans les nouvelles technologies. La MRC a investi, bien sûr, des sommes d'argent, mais aussi des ressources humaines. Et pourquoi? Ben, en fait, parce qu'on voulait avoir, dans le fond, un organe, si vous voulez, municipal qui était branché sur la communauté. Puis pourquoi? Parce que c'était la meilleure façon de comprendre et de saisir les besoins de la communauté. Et nous, vous savez, en 2014, quand l'entreprise en question nous a laissé avec un vide énorme, alors, on ne voulait pas non plus perdre d'autres entreprises et il fallait trouver des stratégies pour les accompagner dans cette transformation numérique. Alors, c'est la raison pour laquelle le projet CITEC a vu le jour dans ce contexte-là. Et dans le fond, essentiellement, le projet CITEC, là, c'est un regroupement de plusieurs PME, là, alors des startups en nouvelles technologies.
Et dans le fond, ça vise à la fois, c'est dans un cadre de programme de transformation numérique. Alors, on est dans le domaine de l'accompagnement, dans le domaine du réseautage, bien sûr, la formation. Et ce que ça permet à toute entreprise, au moment où on se parle, là, c'est un peu plus de 21 secteurs d'activité qui sont touchés. Alors, et je veux dire, c'est aussi varié que celui du tourisme, le commerce de détail, la restauration, puis j'en passe. Et ça, je vous dirais, Madame Bégin, ça a tellement été profitable qu'au moment où on se parle, on a un beau problème, c'est qu'on manque d'espace. Alors, c'est un beau problème, effectivement. En 2014, on réfléchissait. En 2000, je vous dirais 19, on lançait ce programme d'accompagnement pour les entreprises dans ce virage numérique. Et en 2022, ben, on aura un immeuble tout neuf, mais qui aura la vertu de joindre non seulement de faire plus d'espace aux startups, des nouvelles technologies, mais de joindre bien sûr la formation, c'est-à-dire la recherche, et bien sûr, tout ce qui s'appelle, dans le fond, pour permettre aux entreprises là, d'être encore plus florissantes. Et on peut imaginer entre-temps que pendant la pandémie, CITEC a joué un rôle absolument important pour ces entreprises-là. Merci beaucoup, Madame Deschamps. On va maintenant aller avec notre troisième projet. C'est celui de la ville de Victoriaville. Je vais donc m'adresser au maire de la ville de Victoriaville, Monsieur André Bellavance. Bonjour, Monsieur Bellavance. Bonjour. Alors, vous avez 3 minutes top chrono pour nous présenter votre projet. On vous écoute. C'est parfait, merci beaucoup. À Victoriaville, on doit résoudre un heureux problème, en fait, c'est que notre service de transport en commun est constitué, comme on le voit dans d'autres villes, de taxis. Alors, c'est Taxibus qui est chez nous depuis 20 ans. Et l'heureux problème, c'est qu'on a vraiment un grand succès. Il y a eu 260 000 déplacements au cours de l'année pré-pandémie. Ce qui, je pense, au sein des villes du Québec qui ont un tel système, est probablement dans des très, très achalandés, là. Mais notre système est plutôt archaïque. C'est au téléphone qu'il faut faire des réservations. Il n'y a pas de paiement en ligne. Alors, le service est apprécié, est efficace, mais il a atteint son point de saturation. Alors, exemple de problème, c'est qu'à l'heure de pointe, par exemple, avoir un taxi à Victoriaville, un taxi régulier, on va dire ça comme ça, c'est très difficile. Je le disais tout à l'heure, il faut réserver au téléphone, il faut être 45 minutes à l'avance au plus tard à l'arrêt pour prendre le taxi. On ne peut pas payer en ligne. Alors, c'est assez compliqué. Du côté des enjeux, bien, on a seulement 30 permis de taxi. Ça, c'est avant la loi 17, là, qui permet maintenant peut-être d'augmenter le nombre, mais on ne veut pas aller nécessairement avec plus de taxis dans nos rues. Et Victoriaville est une ville en croissance également. Donc, on estime que d'ici 2030, il risque d'y avoir 6 000 véhicules de plus dans nos rues. On ne veut pas ça. Le trafic, l'entretien des rues, les gaz à effet de serre, c'est pas la solution. Évidemment, la solution, c'est plutôt la transformation numérique. Et on a obtenu une subvention du ministère de l'Environnement pour améliorer l'offre de transport collectif et actif, ce qui va faire en sorte qu'on va mettre en place une application. On va pouvoir réserver par le web, on va pouvoir payer de façon électronique. Les chauffeurs de taxi, au lieu d'avoir des feuilles de route papier qu'ils doivent aller chercher à leur bureau, vont avoir une tablette dans le véhicule. Alors, au final, tous les moyens de transport seront accessibles, que ce soit taxibus, l'autopartage, le vélopartage, le covoiturage, peut-être même le transport interurbain. Alors là, on va commencer par le taxi, là, mais après ça, quand on va évoluer, on veut tout dans le téléphone, finalement. Alors, c'est une seule application, une seule réservation, un seul paiement, mais les gens qui sont moins familiers, qui ont besoin de faire encore de façon traditionnelle le téléphone, vont pouvoir réserver aussi par téléphone. Alors, il y a plusieurs avantages. Moi, je vous dis, Mme Bégin, je n'ai pas mon chronomètre qui a fonctionné. Je ne sais pas où je suis rendu. Secondes. Pardon? Vous avez encore 26 secondes, 23 secondes maintenant. Parfait. Donc, il y a plusieurs avantages. C'est un outil convivial, bien sûr, et pratique pour les utilisateurs, mais il y a des avantages pour les taxis également, pour la ville aussi. Alors, on est très heureux de pouvoir mettre ça en place. En tout cas, on le souhaite là, à l'automne prochain.
Bon, on voit alors plein d'avantages. Je demanderai maintenant à nos maires, mairesses participants et participantes dans la salle ou de façon virtuelle, est-ce que vous avez des questions pour Monsieur Bellavance relativement à son projet? Alors, moi, j'ai Je une trouve qu'on question. Oui, allez-y, Oui, oui, oui. En fait, moi, je veux Madame Deschamps. saluer, en fait, toute cette initiative mise de l'avant, là, alors par la ville de Vito. Mais je trouve ça intéressant parce que ça rejoint ce qu'on entend beaucoup à travers les grandes villes, le courant aussi partout dans les municipalités, qui est le transport, dans le fond, qui est les services sur demande. Puis aussi, c'est le transport à la demande. Alors, je trouve que ça... Je ne sais pas si mon collègue André a envie de commenter cet aspect-là. Bien, c'était vraiment, merci pour la question, c'est vraiment un besoin. Là, on avait je dirais des plaintes, oui, comme je disais tantôt. C'est un service efficace qui est apprécié, mais les gens voient bien ce qui se passe aujourd'hui. Tu te fais venir de la pizza, puis tu peux suivre ton livreur de pizza en temps réel dans les rues de ta ville. Il s'en vient chez vous, il était rendu à tel coin de rue. Alors là, on était, nous autres, avec téléphoner, il faut être 45 minutes avant. Là, on veut tout améliorer ça. Là. Et pour les gens qui ne sont pas familiers avec les applications, les téléphones cellulaires, il y en a encore, bien, on va quand même leur permettre de prendre le taxi, bien sûr. Mais les autres, là, c'est sûr qu'on va avoir une clientèle beaucoup plus intéressée à s'abonner puis à faire partie de Taxibus et peut-être éviter d'acheter une deuxième voiture. Ça, c'est aussi un avantage. D'autres questions? Moi, j'en ai une pour M. Bellavance. Vous parliez justement, il y a des gens qui ne sont pas familiers avec leur cellulaire, les nouvelles technologies. Comment faire en sorte, quand vous allez les encourager justement à embrasser les nouvelles technologies pour utiliser votre projet? Bien, comme je disais, c'était déjà un besoin, c'était déjà une demande, puis aujourd'hui, c'est ça que les gens veulent. C'est sûr qu'on vise une clientèle peut-être plus jeune, mais je veux pas généraliser, là. Il y a Pas des d'agisme. gens... Non, il y a des gens d'un certain âge qui sont très techno, qui vont aimer pouvoir effectivement avoir dans leur poche et dans leur téléphone tout ce qu'il faut pour faire ça. C'est pas mal moins compliqué comme ça. Donc, c'est certain qu'on va attirer de la nouvelle clientèle grâce à une telle application. Puis, comme je disais, les autres, ça ne change rien parce qu'ils vont pouvoir continuer à le faire de façon plus traditionnelle. J'ai dit archaïque tantôt, mais disons de façon plus traditionnelle. C'est plus diplomate de dire de façon plus traditionnelle. Merci beaucoup, M. Bellavance. Là-dessus, je remercie également nos mairesses et maires qui ont présenté leur projet. Évidemment, donc, les présentations qu'on vient de voir, ça témoigne de l'intérêt grandissant, indéniable, de transformation numérique pour les municipalités. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un côté quand même qui est négatif à ça, à ce virage numérique-là, c'est l'augmentation des risques qui sont associés à la cybersécurité. On en a eu des exemples dans l'actualité, on en a presque toutes les semaines de toute façon. On a pu voir, notamment au cours des dernières années, des cas de municipalités qui ont été victimes de ce qu'on appelle le phénomène du rançongiciel. Maintenant, on va se demander comment on peut faire pour se prémunir contre ce risque-là, parce que, bon, il semble que la plus grande vulnérabilité, c'est pas nécessairement dans les capacités technologiques, mais plutôt dans les comportements humain. Il semble que le maillon faible de ça, c'est la nature humaine. Alors, pour nous parler de ça, on va maintenant accueillir M. Mathieu Guiton. Je vous l'ai présenté tout à l'heure, mais là, on va le retrouver. Il est avec nous, donc, du côté de Québec. M. Guiton, qui est professeur titulaire à la Faculté de médecine de l'Université Laval. Ses recherches s'intéressent justement à comprendre les cybercomportements des personnes en ligne dans des espaces virtuels. Alors, Monsieur Guiton, je vous laisse la parole. Vous avez quelques minutes. On vous écoute. Merci beaucoup. Bonjour, vous m'entendez? On vous entend très bien. Allez-y. Parfait. Donc, je suis très content de vous parler aujourd'hui de quelque chose qui me tient à cœur, qui sont les cybercomportements et la cybersécurité. Est-ce qu'on voit ma présentation ou pas? Oui, parfait. Parfait, excellent. Donc, je vais vous parler de cybersécurité aujourd'hui. Pourquoi parler de cybersécurité? Pourquoi la cybersécurité est importante?
Bah, au Québec, on le sait bien, parce qu'on a eu l'affaire Desjardins, en l'occurrence, on est bien au courant de l'importance que ça a. Et c'est d'autant plus important qu'avec le Covid, les gens sont de plus en plus en ligne, ils travaillent à distance à la maison, toutes les interactions qu'on a avec les administrations se font uniquement à distance maintenant. Donc la cybersécurité, c'est quelque chose qui ne doit pas être négligé dès qu'on parle des citoyens. Alors, si on considère ce qu'il faut protéger, ben, ce qu'il faut protéger avant tout, c'est les données personnelles. Donc les données personnelles, c'est également tout ce qui est lié aux informations sur la vie privée et également tout l'historique de navigation, de crédit, d'achat et ainsi de suite. Bref, tout ce qui a trait à l'identité. Alors quand je parle d'identité, ce n'est pas uniquement l'identité des personnes, c'est aussi l'identité des entités. Si vous êtes une municipalité, vous voulez être certain que les citoyens, quand ils reçoivent un email de vous, ils sachent que c'est vous, bien vous, et que ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc l'identité, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Quand on parle de gestion des cybermenaces, souvent les gens des technologies de l'information, vous parlez de la sécurité des communications, donc tout ce qui va être lié à l'encryptage des données, il faut que ce soit bien encrypté, et ainsi de suite. Ou alors tout ce qui va être les protocoles de sécurité des réseaux. Donc vous entendrez beaucoup parler de protocoles AAA, c'est-à-dire l'authentification, l'autorisation et tout ce qui est la conservation des traces des actions. Mais tout ça, c'est uniquement des solutions techniques. Si on regarde ce qui s'est réellement passé dans les grandes brèches de cybersécurité, que ce soit aux États-Unis avec l'affaire Snowden ou même dans le cas du Québec avec Desjardins, le maillon faible, ce n'était pas la technologie, mais c'était bien le comportement humain. Je vais prendre une petite comparaison. Si vous avez une voiture et que vous allez acheter une voiture, le vendeur va vous dire, bon, bah, cette voiture a des très bons freins, elle a une caméra de recul, elle a des détecteurs anti-collision. Oui, mais les accidents, ils ne viennent pas de là. C'est très rare que les freins d'une voiture lâchent. Par contre, les accidents, c'est quelqu'un qui conduit trop vite, quelqu'un qui boit au volant, quelqu'un qui parle au téléphone. C'est donc des comportements. Si quelqu'un vous vend un logiciel en vous disant « mon logiciel est complètement sécuritaire », il vous ment. Il vous ment parce que si vous vous intéressez qu'aux aspects techniques, vous n'êtes pas protégé. Le maillon faible, c'est bel et bien l'aspect humain. Donc, si on regarde les comportements qui peuvent être problématiques, mais par exemple, on peut avoir les mauvaises utilisations des courriels, donc des mauvaises pièces jointes, partage d'informations confidentielles, ainsi de suite. On peut avoir une mauvaise utilisation des réseaux sociaux, donner trop d'informations personnelles, professionnelles, compromettre les réseaux dans lesquels on est. On peut avoir une faiblesse des mots de passe. Beaucoup de personnes vont utiliser le nom de l'épouse, le nom des enfants, la date de naissance des enfants, tout plein d'informations qui peuvent se retrouver sur les comptes des réseaux sociaux. On peut avoir une consultation de matériel inapproprié sur des postes de travail, par exemple des sites adultes pornographiques. Alors là, vous allez m'arrêter, vous allez me dire non, 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 dans ma municipalité, ça n'existe pas, il n'y a personne qui va aller là. Je vais prendre un exemple simple, le Parlement de Westminster, la Chambre des Lords. Si on regarde juste les ordinateurs des lords et des attachés parlementaires, donc des députés britanniques et des attachés parlementaires, juste ces ordinateurs-là, on avait 24 000 tentatives d'accès à des sites pornographiques entre juin et octobre 2017. Si ça arrive sur le réseau le plus sécurisé d'Angleterre, croyez-moi, ça arrive à la municipalité de Québec ou de Montréal. C'est certain, ça arrive pareil. Alors, quand on a ce type de consultation de matériel inapproprié, on peut avoir une compromission des réseaux, on peut avoir l'implantation de logiciels espions et ainsi de suite. On peut aussi avoir des expositions à des applications de dating. Et ces applications, souvent, les serveurs sont à l'étranger. Les utilisateurs peuvent être géolocalisés et puis les utilisateurs peuvent être ciblés. Qu'est-ce que je veux dire par le ciblage des utilisateurs? On est capable d'avoir des profils de personnes qui sont souvent des fausses personnes qui vont exactement cibler, par exemple, des hommes âgés ou ainsi de suite. Là, j'ai montré des exemples de jeunes femmes, mais l'inverse existe aussi. On a de plus en plus de femmes qui vont aller sur ces applications pour trouver des jeunes hommes, en l'occurrence. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est vraiment pertinent? Bon, dans la vraie vie, je suis éditeur en chef de Computers in Human Behavior et le plus gros journal mondial de cyberpsychologie. Donc, je vois un petit peu ce qui s'en vient. Pas encore ce qui est publié, mais ce qui s'en vient. Et on est en train de se rendre compte qu'il y a certaines nations, il y a certains pays qui sont en train d'acquérir une très grosse expertise académique dans ce domaine. On a des chercheurs de certains pays qui commencent à nous envoyer des articles de recherche. Donc, comment manipuler les gens avec des profils sexuellement explicites?
Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est en général des pays très démocratiques qui ont des bons liens avec le Canada. Donc, voilà l'exemple de pays qui nous envoient ce type de recherche. Alors, le contexte de la COVID a fait qu'augmenter les problèmes. Pourquoi? Parce que le degré d'autocontrôle des comportements sécuritaires diminue quand on est dans un contexte privé et quand on est dans une modalité en ligne. Alors, bien évidemment, avec la COVID, on est dans la zone de risque maximal et on a le risque maximal de tentatives d'accès aux individus. L'autre problème avec la COVID, c'est qu'on va avoir une augmentation de la vulnérabilité des personnes. On a la santé mentale des travailleurs à la maison est en train de devenir plus difficile. On a des risques accrus d'augmentation de la vulnérabilité au comportement à risque, par exemple dépendance aux jeux vidéo, ainsi de suite. Quand on augmente la dépendance aux jeux vidéo, c'est bien évident qu'on augmente le risque de compromettre la sécurité des réseaux sur lesquels on travaille, surtout s'il n'y a qu'un seul ordinateur à la maison et qu'il est utilisé pour jouer et pour le travail. Si on regarde vraiment d'un point de vue global les niveaux de responsabilité, les comportements vont dépendre du contexte. Ce n'est pas la même chose pour un utilisateur, pour un dépositaire de données ou quelqu'un qui peut accéder aux données, pour un superviseur, pour un responsable du personnel technique, enfin des technologies d'information, ou pour un preneur de décision. Donc globalement, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau de base, qui est le niveau des utilisateurs, le niveau individuel. Là, il faut éviter les comportements risqués. C'est tout un chacun. Au-dessus, il y a le niveau du superviseur, le niveau de supervision. Là, il faut identifier les comportements risqués et détecter les vulnérabilités. Et ensuite, il y a votre niveau, le niveau décisionnel, où là, il faut bien sûr éviter les comportements problématiques, identifier et détecter les vulnérabilités, mais il faut anticiper la possibilité de comportements risqués et prendre les mesures nécessaires pour pouvoir les prévenir. Et quand on est un maire, on est dépositaire de l'autorité au nom des gens, et il faut pouvoir protéger les citoyens. Vous êtes responsable. Il ne peut pas y avoir une fuite de données et le maire dise « Ah ben non, je ne savais pas, mon gars des technologies m'a dit que j'étais en sécurité. » Non, bien sûr que non. Donc, je vais finir sur ça. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, des besoins, des discussions particulières à avoir, n'hésitez pas à me contacter. Pour ce qui est la cybersécurité, j'offre aussi du consulting. Donc, si jamais vous avez des besoins, n'hésitez pas. Il y a des solutions et il faut les appliquer pour que tous les citoyens soient en sécurité. Et moi, je suis un citoyen, donc je veux que mes municipalités soient sécuritaires. Merci beaucoup. M. Guiton. C'était une présentation très intéressante qui nous fait prendre conscience aussi de l'importance de se consacrer à ce problème de cybersécurité. Je vais maintenant introduire la période des questions là, entre les participants. C'est certain que nos mairesses et maires participants ont des questions pour vous, M. Guiton. En fait, je vais revenir à M. Anger, qui est, je le disais d'entrée de jeu, président de la Commission des villes intelligentes de l'UMQ. Dites-nous, Monsieur Anger, à partir de l'expérience, lors de la première présentation de M. Guiton dans le cadre de la Commission des villes intelligentes, qui avait ensuite sollicité ses propres services, là, quelle est votre réaction à vous à cette présentation-ci? D'abord, je tenais beaucoup à ce que M. Guiton nous fasse cette présentation aujourd'hui qu'il a fait à la Commission sur les villes intelligentes. Parce que vous savez, l'ensemble de nos directeurs TI nous disent à peu près toujours la même chose. C'est évidemment le pare-feu, la technologie. Ne soyez pas inquiets, vous êtes en sécurité. Alors, on a fait une entente, la Commission, l'Union des municipalités du Québec. On a pris une entente avec l'Université Laval et également l'Académie de la transformation numérique pour offrir à l'ensemble des villes membres de l'Union des municipalités du Québec, 2 formations. Une sur la gouvernance numérique et la deuxième, et bien, je vous le donne en 1000, c'est sur la cybersécurité. Alors, on n'a pas besoin d'être un spécialiste des technologies numériques pour être en mesure de bien comprendre le danger que peut représenter comme tel les comportements qui sont un peu plus déviants ou des comportements personnels qui peuvent mettre à risque les installations d'une municipalité. Et ça, c'est de la responsabilité des maires et des mairesses. Alors, la formation est en train de se donner présentement et il y a d'autres formations éventuellement qu'on va pouvoir mettre en ligne et ce sera sur du présentiel et ça sera en ligne également. Mais je vous invite à être très attentif à l'ensemble des formations qui sont données à l'Union des municipalités parce que vous savez, je connais des municipalités, on connaît des villes, des municipalités qui ont été prises par le hameçonnage. Il y a des rançons qui ont été payées par des municipalités du Québec
d'assez importantes rançons pour être capable de récupérer les données. Alors, attendez pas que ça vous arrive. L'important, c'est de prévenir, comme M. Guitton nous l'a mentionné. Vous avez tout à fait raison. Maintenant, pour les questions, je vais aller à Mme Morin de Lac-Mégantic. Ça fait un bout de temps qu'on ne vous a pas entendu. Vous avez certainement, avant qu'on laisse aller M. Guitton, des questions pour lui. Allez-y, on vous écoute, le cas échéant. Merci. En fait, pour moi, ça ouvre aussi toute la question des données ouvertes et fermées. Je sais que l'UMQ a déjà aussi adressé ça dans des assises précédentes, mais qui m'interpelle, entre autres, dans le cas du micro-réseau. Nous, on s'est assuré comme ville, c'est un partenariat avec Hydro-Québec, mais on s'est assuré que comme ville, on aurait aussi accès éventuellement aux données. Là, le projet est démarré en décembre et on commence là, à récupérer des données. Donc, on y aura accès, mais c'est aussi de comment on les utilise. Ultimement, il faudra communiquer aussi avec les citoyens, voir est-ce qu'ils sont ouverts, est-ce que ce soit fait. Donc, il y a cette notion-là aussi là, qui m'interpelle là, dans le discours de M. Guitton. Monsieur Guitton, voulez-vous ajouter quelque chose à ça? Oui, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que la technologie n'est pas mauvaise, elle n'est pas bonne. La technologie, elle est là pour nous servir et il faut qu'elle reste à cette place, c'est-à-dire qu'elle serve l'individu. Et le partage de données, c'est très intéressant. Le cloud, c'est-à-dire envoyer les données dans le nuage, ça peut être très intéressant aussi. Il faut juste bien réfléchir à la manière dont on le fait, de manière à ce que les risques soient limités au maximum. Mais il ne faut surtout pas se dire la technologie est diabolique, on ne l'utilise pas. Non, il faut utiliser la technologie, mais il faut le faire de manière responsable et garder en tête que la technologie n'a qu'une mission, c'est de nous servir. Je vais aller du côté de Repentigny. Je retourne à Mme Deschamps. Est-ce que vous avez une question pour M. Guitton? Oui, en fait, ce serait plus un commentaire et je vais le faire comme présidente de la commission de formation continue à l'Union des municipalités du Québec. Alors là, je fais du chauvinisme de bonne aloi, mais c'est pour vous dire que nous, on est très, très sensibles dans la formation qui est donnée, non seulement aux nouveaux élus, mais à tous les élus qui sont en poste. Alors, sur ce phénomène-là, parce qu'on a vu toutes sortes de choses. Moi-même, là, j'ai été victime de cyberfraude. Je me suis fait voler mon identité. Je l'ai retrouvée, par exemple. Mais en fait, c'est pour vous dire, ça va loin, ces choses-là. Puis on n'est jamais... Puis moi, je crois à ça, hein, prof un jour, prof toujours. Là. Mais je crois à cela, de la formation, être en amont et être préparé à adopter les meilleurs comportements et pratiques possibles. Puis et malheureusement, en fait, tout ce qui concerne la cybernétique, ça n'a pas fini d'évoluer. Et les bons comme les mauvais côtés également. Fait que merci, M. Guitton. M. Guitton, voulez-vous réagir à ce que vient de dire Mme Deschamps? En fait, tout à fait. C'est la bonne nouvelle des choses. C'est que c'est plus facile de changer les comportements que de changer la technologie. Donc, vu que la technologie est quand même relativement sécuritaire, ce qu'il faut qu'on modifie, c'est les comportements, qu'on adopte des comportements sécuritaires. Et effectivement, avec les formations, avec l'éducation, c'est quelque chose qu'on peut amener. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on est capable de corriger les failles du système en éduquant l'être humain, tout simplement. Oui. Avant qu'on vous laisse aller, M. Guitton, je vais aller du côté de M. Bellavance à Victoriaville. Est-ce que vous avez une question pour M. Guitton qui va nous quitter par la suite? C'est très intéressant. Puis moi, ça me préoccupe, ça me fait peur parce que je ne suis pas comme un poisson dans l'eau dans ce domaine-là. Et je comprends toute la responsabilité qu'on a, qu'elle soit personnelle ou évidemment à titre de maire d'une municipalité. Mais aujourd'hui, soit les comportements, je comprends, faisons attention. Actuellement, à Victoriaville, on a une série de tests là, qui sont envoyés à tous les employés, tous les élus pour nous sensibiliser à ça puis nous donner des bons trucs. Mais les pirates informatiques, M. Guitton, rivalisent d'ingéniosité. C'est un peu comme des fraudeurs. Bien, ce sont des fraudeurs souvent. Puis on dirait que peu importe ce qu'on fait, à un moment donné, ils vont toujours nous rattraper. Qu'est-ce que notre comportement, lui, jusqu'où on peut... être l'équivalent de ces gens-là, à un moment donné, qui vont toujours trouver des moyens, finalement, pour trouver les failles. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. En quelques secondes, M. Guitton, réaction. Oui, là, c'est une question qui prendrait, hélas, plus que quelques secondes à répondre. Mais le gros des techniques, mais je vais le faire en quelques secondes quand même, le gros des techniques développées par les pirates informatiques ou par les cybercriminels ou par les gouvernements
étrangers dans le cadre de cyberguerre, sont quand même basés sur l'ingénierie sociale. C'est-à-dire qu'ils sont basés sur des méthodes pour détecter les failles de comportement. C'est ça qu'on fait en ce moment. C'est plus ça qu'essayer de décoder les cyphères. Parce que les aspects techniques sont quand même très, très sécurisés maintenant. Donc, c'est beaucoup au niveau de l'ingénierie sociale que se font les nouvelles tentatives d'hameçonnage, d'amorce, ainsi de suite. Et c'est ce qu'on voit en recherche aussi. Donc, si on réussit à bien protéger les gens d'un point de vue comportement, on verrouille pas mal le système actuellement. Merci beaucoup, monsieur. Mais il n'y a pas de système parfait non plus, hélas. Évidemment. Alors, merci beaucoup pour vos lumières. Merci pour votre présentation qui nous incite à la vigilance. Merci de nous avoir fait place dans votre horaire, de la place dans votre horaire chargé. On vous laisse aller. On vous remercie encore beaucoup. Alors, merci, on va conclure là-dessus. Il nous reste 2 minutes pour conclure. J'aimerais savoir, parce que je disais au début, le but, c'est de vous inspirer. Je vais vous laisser le mot de la fin, monsieur Anger. Qu'est-ce que vous retenez de cet atelier, de ce panel? Qu'est-ce que vous en gardez? Alors, évidemment, la transformation numérique n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Et l'objectif de la commission de l'UMQ, c'est de s'assurer que ce ne soit pas une histoire de grandes villes, de Montréal, de Québec, de Sherbrooke, mais toutes les petites municipalités et les moyennes municipalités du Québec peuvent éventuellement s'inscrire dans la démarche. Et vous savez, en développement économique, il y a peut-être de la compétition entre les municipalités, mais en termes de développement numérique, c'est beaucoup plus de la collaboration à laquelle on assiste. Et c'est important parce que les travaux que nous faisons dans notre commission vont servir justement à améliorer le service aux citoyens, parce que les attentes des citoyens sont grandes. Il y a maintenant, la COVID nous en a fait un bel exemple, et je crois sincèrement que les attentes sont très élevées de la part des citoyens aujourd'hui, et les outils numériques peuvent nous aider à créer une interaction de façon plus importante encore et à la satisfaction des citoyens et citoyennes de nos villes. Le message est lancé. Merci beaucoup, monsieur Anger, madame Morin, madame Deschamps et monsieur Bellavance. Il me reste juste quelques secondes pour vous remercier de votre attention. Ça a été vraiment un plaisir pour moi d'animer ce panel, très instructif également. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin d'assises de l'UMQ. Merci et à une prochaine. Au revoir.